Nous allons aborder les fractures. Alors, il n'y a pas de prérequis pour suivre cette capsule, mais vous pourrez la mettre en lien avec l'examen clinique en traumatologie et les entorses. Cette capsule va vous permettre d'appréhender de façon transversale sur les différentes parties osseuses et articulaires du corps la notion de fracture. Alors, les fractures. Qu'est-ce qu'une fracture? Une fracture interrompt la continuité du squelette. Elle est définie comme une solution de continuité. Quelles sont les causes de la fracture? Alors, on peut avoir un mécanisme direct, l'os est rompu au niveau du contact, avec une atteinte plus ou moins des parties molles. On peut avoir un mécanisme indirect, donc l'os cède à distance du point d'application du traumatisme. Par exemple, une fracture de jambe sur un membre inférieur en torsion. Les circonstances étiologiques. Alors, qu'est-ce que c'est ces circonstances étiologiques? Déjà, il faut savoir qu'elles sont variables. On peut avoir évidemment n'importe quel type d'accident, comme un accident de la voie publique. Ça peut être aussi un accident du travail. On peut avoir une fracture lors d'une pratique sportive, ou même lors d'une chute banale de la déambulation, principalement chez les sujets âgés. Quand on a une fracture, ça nécessite une étude anatomique précise. Donc une fracture se définit par son siège, le type de trait de fracture, le nombre de fragments et leur déplacement. Le siège de la fracture, après avoir nommé donc l'identité de l'os, par exemple la clavicule, le tibia, on va préciser si la fracture est diaphysaire, si elle est métaphysaire ou épiphysaire, articulaire ou extra-articulaire, et si elle est par exemple apophysaire. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est la nature du trait de fracture. Dans le cas d'une fracture simple, donc on va avoir deux fragments, une fracture, deux fragments, il peut être transversal, stable, oblique ou sphéroïde. Et dans ces cas-là, ce sera plutôt instable. Dans le cas d'une fracture avec plusieurs fragments, qu'on appellera plurifragmentaire, le trait sera décrit selon sa morphologie. Au-delà de 4 ou 5 fragments, la fracture sera dite comminutive. En ce qui concerne les déplacements des fragments, on peut avoir une fracture sans déplacement. Elles sont rares et on les voit surtout chez l'enfant. Les déplacements des fractures diaphysaires, avec une angulation dans les plans sagittaux et frontaux. On peut avoir une translation, on peut avoir des chevauchements, ce qu'on appellera un engrainement, ou des décalages avec une rotation. On peut avoir des déplacements, des fractures qui seront articulaires, par tassement ou séparation épiphysaire. Dans tous les cas, il y a une modification du profil articulaire. Quels sont les signes de fracture de membres? Alors on va avoir des signes fonctionnels, la douleur réveillée par la mobilisation, la percussion, le diapason, l'utilisation du diapason. On peut avoir une impotence fonctionnelle qui sera plus ou moins complète. Quels sont les signes physiques? On va avoir une déformation, un œdème, des ecchymoses, une douleur qui va être exquise sur le foyer, une mobilité anormale et douloureuse. On peut avoir un raccourcissement du côté fracturé. Attention, la fracture engrainée sans déplacement ou la fracture de fatigue sans signe radiologique peut passer inaperçue au diagnostic. Elle peut secondairement se déplacer et aggraver le pronostic ainsi que la capacité à consolider. Les signes radiologiques confirment le diagnostic et précisent le caractère anatomique de la fracture. Cet examen peut se montrer parfois insuffisant dans le cas de fractures engrainées ou des fractures de fatigue. On aura alors recours au scanner. Parlons maintenant des complications des fractures. Alors, elles ne sont pas forcément que immédiates, elles peuvent être secondaires ou tardives. Concernant les complications immédiates ou précoces, on va avoir des complications qui peuvent être générales, donc liées à un choc traumatique ou hémorragique, à la douleur, à la localisation, si c'est au niveau du bassin, du fémur, et elles peuvent engendrer une mortalité dans les premières heures. On peut avoir aussi des complications locales, des lésions cutanées, donc le mécanisme sera très important. Il faudra bien imaginer qu'on peut avoir une étendue de lésions particulièrement vaste. Donc il faudra bien comprendre toute la chronologie de ce mécanisme.
On peut avoir des complications vasculaires au niveau poplité, au niveau huméral. On peut avoir des complications neurologiques. Le nerf fibulaire commun, le nerf radial peuvent être sectionnés. On peut avoir des contusions, des compressions, une élongation. Donc dans les complications secondaires, on peut aussi avoir des compensations générales. Une décompensation par exemple d'une tare organique, un coma diabétique. On peut avoir des troubles du décubitus chez la personne très âgée. On peut avoir aussi une embolie pulmonaire qui peut survenir. Concernant les complications locales, la fracture qui n'était initialement pas déplacée peut se déplacer secondairement. On peut avoir des escarres sur l'appareil de contention. On peut avoir des complications septiques, vasculaires. On peut avoir un œdème secondaire. Concernant les complications tardives, la consolidation, normalement, c'est l'évolution naturelle d'une fracture avec disparition de la chaleur et de la douleur au niveau du foyer. La radiographie montre normalement l'apparition d'un cale osseux qui doit être fusiforme autour des deux segments. Les troubles de la consolidation surviennent sur des cales hypertrophiques ou vicieux. Par exemple, on peut avoir un problème d'axe diaphysaire ou un retentissement articulaire. On peut avoir un retard de consolidation. Quand le temps normalement habituel de consolidation est dépassé, l'absence de consolidation est appelée une pseudarthrose. On en voit souvent au niveau du talus, du scaphoïde carpien. On peut avoir des séquelles fonctionnelles au niveau des parties molles. Les plus courantes sont l'atrophie musculaire, les œdèmes et les séquelles de phlébite. Parlons maintenant de la réparation osseuse après la fracture. Les processus de la réponse biologique. Alors, il faut savoir qu'ils s'organisent en 3 phases. On va avoir une phase inflammatoire, ensuite une phase de prolifération et une phase de remodelage. Alors, cette phase inflammatoire, elle dure, elle est dans les 48 heures qui suivent le traumatisme. Une réaction de type inflammatoire envahit l'hématome fracturaire afin de mettre en place un tissu de granulation. Ensuite, on va avoir une phase de prolifération, dès le 2e jour, par l'intermédiaire du périoste et du tissu de granulation. Ensuite, la phase de remodelage, qui peut aller de 3 à 5 ans, où on a un cale qui se résorbe pour laisser place à de l'os trabéculaire. Les facteurs mécaniques. La formation du cale osseux dépend de la rigidité, de la fixation et de la compression des surfaces de fracture. Si la fracture est instable, le phénomène de cisaillement empêchera la formation du cale. Les cales périostés et endostés seront stimulés par une micromobilité du foyer de fracture. Une immobilisation instable leur seront donc favorables. Le cale cortical très fin ne supportera que très peu d'être mobilisé. Il nécessitera une stabilité absolue. Enfin, les stimulations en compression transversale et longitudinale sont des facteurs favorisants pour la rapidité de la consolidation osseuse.